Bonjour, j'espère que vous allez bien, que l'été s'est bien passé, que la rentrée n'est pas trop dure. Bon, j'imagine qu'elle est dure pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, donc beaucoup de soutien pour ceux pour qui c'est une rentrée particulièrement difficile. Aujourd'hui, donc vidéo un peu de chill, enfin sur un sujet qui n'est pas de chill en l'occurrence, sur un sujet assez lourd même, mais vidéo que j'ai volontairement pas scriptée et donc sur laquelle je vais un peu me lancer en talk libre. C'est le moyen de faire une expérience déjà de vidéo un peu différente ou différemment vécue pour moi en tout cas. Et puis ça tombe bien hein, parce que j'ai une rentrée particulièrement chargée, je suis un peu fatiguée donc j'avais vachement envie de faire une vidéo mais j'avais pas forcément le temps matériel et émotionnel de faire une très grosse préparation donc on va tenter comme ça. Donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre de la vidéo, c'est la question des souffrances, des galères, des difficultés qu'on peut ressentir quand on est transclasse. Donc je rappelle hein, pour ceux qui ne savent pas, je parle de personnes transclasses en utilisant donc les mots... alors c'est surtout chez Chantal Jacquet que j'ai découvert ce terme moi, mais je crois qu'il était déjà utilisé avant en sociologie. Donc on dit d'une personne qu'elle est transclasse lorsqu'elle a changé de classe sociale. Voilà. Et en fait ça peut se comprendre, c'est intéressant de parler d'identité transclasse, de personnes transclasses, parce qu'il y a un vécu social qui est assez commun parmi les personnes qui ont changé de classe sociale, quand bien même il y a plein de singularités et d'expériences de vie différentes, liées aussi à plein de déterminants. Hein. Moi par exemple, je suis transclasse, mais je suis aussi blanche, je suis femme, je ne suis pas hétéro, mais il y a plein d'éléments. Mais en tout cas, il y a pas mal d'invariants à l'expérience transclasse. Et en l'occurrence, moi je parle quasiment toujours hein, d'expérience transclasse ascendante, donc d'ascension sociale, parce que c'est ce que j'ai vécu et donc ce sur quoi j'ai aussi le plus lu, et là où je suis le plus renseignée. Il existe aussi des déclassements sociaux, le fait de changer de classe sociale, mais pour le coup de haut en bas, on va dire, hein, et ça c'est un autre vécu sur lequel pour le coup je peux moins m'exprimer et que je connais pas. Donc aujourd'hui on va parler des souffrances de transclasse. C'est un sujet qui est un peu difficile à aborder, enfin délicat à aborder je trouve, parce que, mais en même temps c'est typique du syndrome de l'imposteur en tant que transclasse, mais bref, parce que t'as pas envie de t'apitoyer sur ton sort quand t'es transclasse ascendant, parce que si t'es transclasse, c'est aussi que tu as acquis ou es en train d'acquérir un certain nombre de privilèges de dominant. Si tu changes de classe, c'est que voilà, tu vas entrer dans une classe sociale supérieure avec un certain nombre de privilèges économiques, culturels, sociaux. Et du coup, t'as envie, t'oses pas trop dire que tu souffres parce que tu gagnes tellement en privilèges et tu peux même faire souffrir autour de toi par la violence symbolique que tu renvoies par exemple, que voilà, c'est un peu délicat. Et en même temps, justement, moi je trouve que c'est important d'en parler quand même, et je trouve que c'est important pour deux raisons. Et ça correspond aussi à deux publics, je crois, pour une telle vidéo, pour un tel témoignage. La première raison, c'est parce que entre personnes transclasses, ça fait du bien, tout simplement, de parler de ces choses-là, de pouvoir partager de l'expérience, des témoignages, se sentir moins seul, mettre des mots. Certains ont des mots qui nous parlent beaucoup et donc on peut se réapproprier afin d'avancer, d'analyser, de surmonter. Et oui, et tout simplement ça fait du bien d'en parler en fait, hein, et de pouvoir échanger. Moi-même, depuis des années, j'ai beaucoup lu en fait sur le sujet, j'ai beaucoup écouté de témoignages, de regarder des reportages dès qu'il y avait des reportages sur la question, j'ai lu de la sociologie, de la littérature, des choses qui en parlent parce que ça nourrit, ça aide et ça permet d'aller un peu plus vite peut-être que si on était totalement seul et donc un peu démunis face à tout ça. La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est important de parler du sujet des souffrances et des difficultés liées à l'expérience transclasse,
c'est une raison un peu plus large, et donc ça s'adresse, cette vidéo, à un public beaucoup plus large. C'est parce que finalement, parler d'un changement de classe sociale à l'échelle individuelle, c'est proposer aussi une petite lunette d'observation sur notre société telle qu'elle s'organise aujourd'hui, avec ses codes, ses dominations. Et voilà, c'est un prisme parmi d'autres, un prisme d'expérience singulière qui permet de regarder le monde, quoi. Enfin, dit comme ça, c'est un peu pompeux, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait penser à l'expression, je crois que c'est Bourdieu qui disait que les personnes transclasses étaient un peu des sociologues spontanés. Alors, non pas qu'on utilise les méthodologies de la sociologie, etc., mais comme tu es tout le temps en train de devoir décrypter les codes, acquérir les codes, observer autour de toi par simple survie sociale, et bien finalement tu fais un peu ce travail sans t'en rendre compte, sans le conscientiser, de sociologues qui observent en fait. Alors on démarre tout de suite avec la première souffrance, un peu première souffrance chronologique, on va dire, et très 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 commune aux personnes qui ont vécu un changement de classe sociale, c'est la souffrance du déracinement, puisque souvent cette transition eh bien, est corrélée à un mouvement géographique. En l'occurrence, moi, c'est le passage de la campagne en Bretagne à, pour le coup, le 15e arrondissement et le 5e arrondissement de Paris, 15e pour mon lieu de vie et 5e pour mon lieu d'études. Et là, le gap est immense et il y a un déracinement qui est très fort. Moi en plus c'est vrai que j'ai grandi à la campagne, dans une ville proche de Lorient en Bretagne. Là où je vivais, c'était au milieu des champs, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de commerce. Alors on pouvait rejoindre la ville en voiture facilement, hein, mais c'était quand même très retiré et en pleine nature. Et donc déjà arriver à Paris, c'était un choc, quoi. C'était vraiment un choc. Alors j'avais eu l'occasion, un an auparavant, c'était aussi un peu dans cette perspective de préparation, mais j'avais eu l'occasion de venir passer une semaine chez mon parrain qui est gardien de tour à Bobigny. Donc j'avais découvert Bobigny en l'occurrence, et puis on était allé en métro un peu à Paris. Mais c'était très très impressionnant, et tu t'appropries donc un nouveau lieu de vie avec son rythme. Il y a un rythme à Paris, un rythme de marche par exemple dans la rue, un rythme des codes dans les escalators. Enfin je dis ça avec 10 ans de recul, c'est devenu totalement ancré et je m'en rends plus du tout compte. Mais à l'époque, voilà, il y a une odeur à Paris, il y a une odeur du métro, enfin il y a plein de choses, il y a plein de nouvelles choses d'un point de vue sensoriel et culturel à s'approprier, rien que dans le fait de vivre dans la ville. Et avec en plus la charge symbolique d'être à Paris, et donc de se sentir un peu perdu dans l'immensité de cette ville grouillante de personnes. Et en plus de ça, en 2010, moi quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas de smartphone. De toute façon c'était le tout début des smartphones, mais j'en avais pas. Je fais pas internet sur mon téléphone, je pense. Et donc j'avais un petit plan de Paris par arrondissement que j'avais toujours dans mon sac au cas où, parce que j'avais grave peur de me perdre en fait. Donc après de toute façon, une fois que la rentrée est arrivée, ça a été assez facile de faire le trajet. J'avais juste une ligne, j'avais la ligne 10, je devais avoir 10 arrêts, un truc comme ça. Et je faisais que ce trajet au quotidien et rien d'autre parce que je passais mon temps à taffer. Mais de prime abord, en tout cas, j'étais assez impressionnée et je m'aventurais pas partout, quoi. Voilà. Et j'avais même fait des repérages avant la rentrée et tout. Bref. Donc voilà, première souffrance un peu celle du déracinement, qu'il faut pas... Enfin, à l'époque, je me rendais pas compte en fait que c'était difficile. Pour moi, ce qui allait être difficile, c'était la prépa, donc je me focalisais vachement là-dessus. Mais en fait, toutes ces émotions liées au déracinement et en fait d'arriver dans un lieu inconnu, je les mettais un peu sous le tapis alors que c'était des émotions vachement dures. Et puis ce déracinement est lié aussi au fait de se séparer de sa famille. Donc ça pour le coup c'est vrai de tout le monde enfin de toutes les personnes qui vont à un moment donné quitter le foyer familial, mais c'est encore plus vrai quand tu t'éloignes vraiment beaucoup géographiquement de ta famille. Parce que du coup, moi, j'avais pas les sous pour me payer des allers et retours en train très souvent. Donc je rentrais pour les vacances. Puis finalement, ça a été tellement difficile que de temps en temps, à titre exceptionnel, en prenant des billets,
hyper tôt le matin ou hyper tard le soir, je faisais un week-end. Mais bon, c'était 4 heures de train et c'était coûteux. Donc c'était vraiment très compliqué. Et donc pour moi qui venais de loin et qui n'avais pas les sous, ce déracinement géographique s'accompagnait d'un gros déracinement familial, chose que les personnes dont les parents habitaient dans le 5e arrondissement par exemple ne vivaient pas à ce moment-là. Alors ensuite là je vais parler de toute la perte des repères, des codes sociaux et de l'impression d'être en décalage, puis de l'acquisition de ces codes mois après mois, année après année, et parfois sans forcément m'en rendre compte, d'ailleurs dans la majorité des cas sans m'en rendre compte. Alors on va commencer du coup avec le langage. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, j'ai parlé aussi de tout ce que m'a apporté les clés de linguistique du livre Le français est à nous. Donc je parle aussi dans cette vidéo, au début je parle de mon expérience vis-à-vis de l'insécurité linguistique, donc je ne vais pas forcément m'étendre de ouf là-dessus aujourd'hui, mais je voulais quand même parler un tout petit peu de ça. Donc chronologiquement, je crois me rappeler qu'au début de la prépa, j'ai d'abord été honteuse de mes fautes d'orthographe, et surtout dans mes échanges avec mes amis, enfin mes camarades de classe. Je relisais mes SMS 10 fois, enfin, c'était hyper dur. Ensuite, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était plus profond que ça. Au début, tu te rends même pas compte en fait du fossé, et petit à petit, tu te rends compte du fossé parce que tu as plus de clés d'analyse. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le même vocabulaire et la même précision lexicale que les autres, que ma syntaxe était moins jolie, que mon élocution était moins précise et machin. Et donc, il s'est agi à l'époque d'essayer de réduire ce fossé. Et pour le coup, c'est peut-être ce qui a été le moins difficile, enfin je sais pas. Mais je dis ça parce que depuis que je suis enfant, j'ai cette force et cette faiblesse d'être très mimétique. Donc je mime sans le vouloir. Les tics de langage, les postures corporelles, les mouvements des gens autour de moi. Et donc du coup, typiquement avec mes amis, je pense notamment en première année, je pense à Aurore, donc ma plus proche amie en première année, elle-même devait avoir des tics de langage et tout, je les prenais. Et donc il y avait par exemple l'usage de plein d'adverbes. Je sais que typiquement j'utilisais beaucoup vraisemblablement. Et en fait, moi, ça m'impressionnait qu'elle utilise des adverbes aussi fréquemment en langage oral. Mais du coup, voilà, je prenais. Dès qu'elle utilisait un mot que j'avais pas l'habitude d'utiliser, voire un mot dont je connaissais pas la signification, j'allais checker le dictionnaire et potentiellement je me l'appropriais et il venait ensuite de plus en plus naturel dans mon usage. Mon élocution, c'est sûrement aussi calé un peu sur celle des gens autour de moi par mimétisme, donc ça se fait progressivement. Et pareil avec les syntaxes, etc. Des syntaxes de plus en plus littéraires, même à l'oral, où finalement l'oral se rapproche un peu de l'écrit, où on fait plus d'incises, des phrases plus longues, etc. Mais parce que y a aussi l'effet de maîtrise du langage grâce aussi à la prépa. Que ce soit les DS, enfin les exercices écrits ou l'école, donc les exercices oraux, ça te fait pratiquer, et le langage c'est un peu comme n'importe quoi, la capacité à s'exprimer ça se travaille quoi. Et donc du coup ça m'a aidée de ce point de vue. Pour autant voilà, j'ai toujours parfois une forme de honte qui persiste, et parallèlement l'impression de renvoyer un max de violence symbolique quand je m'exprime, donc les deux vont de pair quoi. Mais voilà un peu déjà comment j'ai vécu cette souffrance du langage à l'époque, et je me souviens que c'était vraiment hard quoi, j'avais vraiment honte, j'avais vraiment très très honte. Alors ensuite, deuxième sujet, également déjà abordé dans une vidéo, donc là aussi je vais pas forcément trop m'étendre, mais c'est celui de tout ce qui relève de la culture. Donc la vidéo que j'ai faite, à laquelle je vous renvoie peut-être si ça vous intéresse, c'est celle que j'avais faite sur Bayard, comment parler des livres que l'on n'a pas lus. En l'occurrence, il parle de livres, mais ça s'étend à toute source de culture, j'ai du mal. Donc que ce soit la culture musicale, le théâtre, les arts plastiques, etc. Enfin, le voyage, peut-être même les voyages au sens large. Donc c'est vrai que moi, que ce soit au niveau des cours ou sur la coursive,
Donc les cours c'est vraiment le scolaire, la coursive c'est les rapports entre élèves. Quand j'étais en prépa, je souffrais de mes lacunes culturelles, c'est comme ça que je les appelais. Donc c'était en fait l'impression qu'il y avait un gros fossé entre mon stock culturel, mes connaissances culturelles, et celles des autres élèves. J'avais l'impression de moins savoir de choses, et surtout de ne pas avoir la bonne culture, qui était rien d'autre que la culture dominante, hein, mais d'avoir... Enfin, ouais, c'était à la fois quantitatif et qualitatif. Et donc voilà, sur le purement scolaire, j'ai vraiment des souvenirs, et en fait c'était hyper biaisé, hein. C'était hyper biaisé, mais en classe, les profs parlaient de certaines références, j'avais l'impression que tout le monde captait, sauf moi. C'est pas vraiment, c'est pas vrai quoi. Je m'exprime mal. C'était pas le cas en fait. C'était biaisé par le fait que ceux qui s'exprimaient étaient justement les élèves qui avaient plus confiance en eux et qui savaient, mais il y en avait sûrement plein aussi qui se taisaient et qui savaient pas. Voilà, et j'avais l'impression de manière générale sur la coursive avec les autres élèves d'être à la ramasse. J'avais l'impression qu'ils avaient beaucoup plus lu que moi, qu'ils connaissaient les classiques, tous les classiques. J'avais l'impression qu'ils avaient une culture cinématographique pointue, qu'ils avaient vu à la fois tous les grands films d'art et d'essai de la nouvelle vague, mais aussi tous les films cultes et machin. J'avais l'impression qu'ils faisaient tous les expos du Grand Palais et qu'ils connaissaient par cœur les musées de Paris. Là aussi, c'était un point de vue hyper biaisé, bien sûr. Mais il y avait deux choses qui se jouaient. D'une part, effectivement, il y avait un noyau d'élèves qui, par leur milieu, avaient eu accès à une culture étendue et la culture légitime. Et qui, comme ils habitaient à Paris, etc., ils avaient plus eu l'occasion, effectivement, d'aller au théâtre, d'aller au musée, etc. Et puis ça demande aussi des sous à l'échelle de la famille, hein, de faire toutes ces activités, puis une disponibilité. Donc il y avait ça qui se jouait, effectivement, hein, le bagage culturel était sûrement plus fort de leur côté. Et il y avait aussi la capacité à en parler. Et c'est en ça que je trouve Bayard est très éclairant, parce que il est très probable que dans plein de cas de figure, ils n'avaient pas forcément lu les bouquins, ils n'étaient pas forcément allés voir la pièce, ou alors peut-être il y a longtemps, ou je sais pas quoi, mais ils étaient capables d'en parler parce qu'ils avaient une vision panoramique de la culture, parce qu'ils avaient un rapport au langage facilité, et que du coup, pour moi qui ne pouvais pas saisir leur niveau de légitimité, enfin il n'y a pas de niveau de légitimité, vous voyez ce que je veux dire, pour moi c'était juste impressionnant et je ne me posais pas la question. Alors ensuite on a parlé un petit peu d'apparence. Il y a plusieurs éléments que je voudrais aborder. Il y a le style vestimentaire, enfin l'apparat, le corps, et puis plus la posture, etc. Mais commençons par justement l'apparat, les vêtements, les accessoires, etc. Comment on se part. Et je voulais démarrer par une petite anecdote. Alors c'était au tout début de mon arrivée à Paris, donc ça devait être la semaine avant la rentrée. Donc à l'époque je m'habillais assez féminin, de manière assez féminine, donc selon les codes de la féminité dans notre société, hein. Donc je mettais pas mal de jupes, de robes, de talons, de bijoux, de machin. Et enfin je dis ça sans mépris parce que là à ma voix on dirait que c'est hyper méprisable alors que pas du tout. C'est juste que je me reconnais un peu moins là-dedans aujourd'hui, mais voilà. Et bref, ce matin-là, j'avais mis une robe blanche avec un peu de dentelle, je crois qu'elle venait de chez Camailleux, puisque je m'habillais chez Camailleux à l'époque. Et j'avais des chaussures d'été, des sandales ouvertes de couleur bleu marine. Et donc j'étais contente d'être un peu apprêtée, je m'apprêtais au quotidien à l'époque, et donc je sors de chez moi, je sais pas ce que j'allais faire d'ailleurs, mais je sors de chez moi, et pile quand j'arrive dans la rue, je croise une nana qui, malgré elle, m'a renvoyé une image horrible de moi-même, parce qu'elle était quasiment habillée pareil, mais beaucoup mieux. C'est-à-dire que elle aussi, elle avait une petite robe blanche avec un peu de dentelle, sauf que le tissu était magnifique, la coupe était parfaite, la dentelle était trop fine et tout, alors que du coup moi à côté j'avais l'impression d'avoir en fait une robe hyper grossière et moche. Elle avait également des chaussures ouvertes bleu marine, mais qui m'apparaissaient beaucoup plus fines, beaucoup plus délicates, beaucoup plus quali quoi. Et puis par ailleurs, là je déborde un peu sur le sujet d'après, mais elle me semblait beaucoup plus mince et élancée que moi,
beaucoup plus belle, et elle me semblait mettre beaucoup plus en valeur sa propre tenue. Bref, c'était donc il m'apparaissait sur le moment que le contraste avec elle me renvoyait à une image hyper dure de moi-même, et alors qu'un quart d'heure avant je me trouvais nickel quoi, toute jolie machin, et ben là un quart d'heure après je me sentais hyper vulgaire, j'avais l'impression que tout était grossier sur moi et que j'aimais pas. Et je pense que cette expérience elle montre bien en fait à quel point tu te juges au regard du référentiel qui t'entoure. Enfin, j'enfonce un peu des portes ouvertes là, mais désolée. Mais pour moi, c'était vraiment le moment où où j'ai pas compris ce qui se jouait à l'époque. J'ai pas compris ce qui se jouait, alors que ce qui se jouait, c'était un gros décalage de moyens et de codes, et enfin voilà, c'était pas elle qui individuellement avait le meilleur goût et était plus belle. C'est qu'elle avait peut-être acheté sa robe chez Mage, ou enfin je sais n'importe où d'ailleurs, mais dans une enseigne où ça coûte une blinde, et où du coup pas forcément, peut-être que le tissu est plus joli, que la coupe est mieux réalisée, machin, mais voilà, et puis peut-être que dans sa manière de marcher, de se tenir, dans la confiance en elle qu'elle avait, ça donnait aussi une autre impression que moi qui me ratatinais un peu quoi. Alors que dans mon milieu d'origine, je me trouvais très bien. Je me trouvais pas mieux que les autres, mais je me trouvais très bien parce que finalement ça correspondait aux codes qui étaient ceux qui m'entouraient. Donc, et voilà, et je me rendais pas compte de ça, et c'est vrai que c'est une impression de moi-même me sentir hors code et de ne pas vraiment comprendre pourquoi je me sentais si moche. Ça m'a poursuivi au fur et à mesure, donc, et notamment en prépa. J'étais très fascinée par les styles vestimentaires des nanas de ma classe qui semblaient totalement nonchalantes vis-à-vis de ça. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, elles l'étaient, en fait, parce que ces codes vestimentaires, les vêtements qu'elles portaient, etc., en fait, c'était pas très très important pour elles peut-être, enfin, après je sais pas, mais il est possible que c'était pas leur premier souci, mais que de fait, elles allaient pas s'habiller chez Kiabi, donc voilà. Et donc peut-être c'est plus facile en fait quand tu es dans un certain milieu, que tu as l'habitude d'aller quand même dans certains magasins, ou de voir ta mère s'habiller d'une certaine manière et tout, d'être complètement nonchalant en fait, t'y penses même pas et t'es déjà dans les codes. Donc il y avait, je pense, de ça. Et je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais et puis il y avait des questions de corps aussi, hein. Décidément finalement mes deux sujets sont un peu liés, donc il faudra vite que j'arrive à la question des corps. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que pourtant en prépa littéraire les meufs étaient pas non plus hyper pointues sur leur style, mais j'avais toujours l'impression que ce qu'elles portaient était parfaitement de bon goût, et que c'était génial et que j'arriverais jamais à faire ça, et que je savais même pas en fait c'était quoi le mystère derrière pour que ça marche, parce que d'un jour à l'autre ça pouvait être très différent. Elles pouvaient porter peut-être un style un peu vintage ou un jean taille haute un peu années 90, et puis le lendemain une petite robe, et moi j'avais l'impression de pas craquer le truc pour savoir ce qui fait que je les trouvais beaucoup plus élégantes que moi. Alors que voilà, comme je disais, derrière il y avait plein de choses. Il y avait des codes vestimentaires culturels, des codes stylistiques, il y avait la qualité des vêtements, parce que forcément, ne serait-ce qu'entre un petit pull en laine Bompard et le pull que tu achètes en acrylique dans une marque discount, ça n'a à peu près rien à voir en termes de rendu. Donc ça, tu ne te rends pas forcément compte sur le moment, mais ça te fait te sentir naze en fait. Et voilà. Moi à l'époque, la manière dont je vivais le truc, c'est que j'essayais d'avoir un style hyper classique, genre jupe, un peu jupe de tailleur, chemisier ou pull col roulé, machin. J'ai acheté quasiment tout chez Camaïeu, je crois, dans mes souvenirs. Mais en essayant de prendre les trucs les plus basiques possibles pour que ça passe, quoi, entre guillemets. Parce que j'avais peur de faire n'importe quoi. Dans les faits, quand je revois les photos et tout, ou que je reparle avec des amis de prépa, en fait ça faisait hyper strict pour le coup, et c'était en décalage. Mais c'est comme ça que je vivais mon truc.
Alors ensuite, toujours sur les questions d'apparence, un sujet plus sensible, celui des corps. Ce qui m'a beaucoup marqué en arrivant à Paris et en changeant de classe sociale, c'est les nouvelles normes de corps. Alors je dis pas que la grossophobie n'est pas ambiante dans la société, elle traverse bien sûr les classes sociales, mais à Paris en particulier, et dans les milieux bourgeois, quand tu croises ces deux trucs-là, la norme à la minceur, je trouve, est hallucinante. Enfin moi, quand je suis arrivée à Paris, j'ai été hyper fascinée par les corps de femmes dont j'ai l'impression qu'elles étaient toutes hyper minces. Dans le métro, que des femmes hyper minces. Dans ma classe en prépa, des silhouettes dignes de mannequins, c'est ce que je me disais à l'époque. Et ça m'avait vachement marqué. Soudainement, je me sentais hyper hors norme. En l'occurrence, je l'étais pas. J'avais une taille poids standard, j'étais un peu en surpoids selon l'IMC, mais que dalle quoi, enfin voilà. Et mais alors l'effet de conscientisation de mon propre corps et de détestation de mon propre corps a été immédiat quoi. Alors bien sûr, il y a plein d'autres aspects quoi. Il n'y a pas que la classe sociale qui a joué, mais je pense que ça a vachement accentué le phénomène pour moi. Et ouais, c'est assez vénère. Et c'est vrai que dans les milieux privilégiés, il n'y a pas beaucoup de personnes grosses. Alors, ça mériterait toute une vidéo et je pense pas que je serais forcément légitime à la faire pour parler de grossophobie et de classe sociale. Mais en tout cas, déjà il y a une vidéo à laquelle je pourrais renvoyer, c'est celle d'Eliane sur les causes de l'obésité parce qu'elle parle beaucoup des dynamiques de classe, de santé mentale, de moyens économiques, de moyens d'accéder à l'éducation alimentaire, etc. Donc c'est peut-être une vidéo vers laquelle je peux fléchir. Bon, il y a beaucoup d'études sur ces questions, mais en tout cas moi je l'avais vécu sans grille d'analyse, mais juste par l'observation brute et du coup l'inconfort énorme vis-à-vis de moi-même, alors même, je précise, que je restais hyper privilégiée puisque j'avais un corps standard quand même, hein, voilà. Mais c'était hyper vénère. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, moi dans mon milieu d'origine, il y avait une variété de corps plus large. Dans ma famille, il y avait plusieurs personnes grosses. Et je dis pas qu'il n'y avait pas de grossophobie, hein. Il y avait beaucoup de grossophobie, grossophobie internalisée, grossophobie venant de la part de certaines personnes minces de la famille qui du coup étaient tellement en stress elles-mêmes de grossir, qui projetaient sur les autres et tout. Enfin voilà, il y avait de la grossophobie. Mais bon, il y avait un rapport, je pense, au corps et à la nourriture qui était quand même différent. Et c'est vrai que un des trucs, par exemple, pour le coup le sujet est tellement vaste que je peux pas trop l'aborder de manière exhaustive, hein, c'est impossible, mais je vais du coup donner juste un truc, une réflexion que je me suis faite. C'est que dans mon milieu d'origine, on utilisait beaucoup l'alimentation comme moment de fête, moment de bonheur, moment de réconfort. Et je dis pas que c'est pas le cas dans les autres classes sociales. Simplement, nous, c'était le seul truc. En fait, c'est ça la différence. C'est que quand tu es dans le milieu privilégié, économiquement, culturellement, enseignement, si tu as envie de passer un bon moment en famille ou entre proches, tu décides entre, je sais pas moi, aller au théâtre, faire un petit voyage, aller au resto, enfin il y a plein de possibles. Et nous, dans ma famille, quand on avait envie d'un beau moment, on faisait un repas, ou on faisait un goûter. On faisait un truc qui nous apportait du bonheur et du plaisir immédiat et à notre portée. Voilà, alors on n'allait pas au resto et tout, c'est trop cher là, mais on achetait à manger, on faisait des gâteaux, on faisait une raclette, enfin on sait rien, mais c'était c'était un gros truc quoi. Et quand t'as des vies pas faciles, tu te tournes vers l'alimentation et ça fait du bien. Voilà. Donc bref, parenthèse fermée, mais gros truc que le corps. Et donc moi pendant ma prépa, j'ai perdu du poids. Je me suis restreinte, j'ai fait des régimes très restrictifs. Et j'ai perdu 10 kilos pour essayer de mieux rentrer aussi dans le moule. Alors c'est pas exactement comme ça que je me le formulais à l'époque, hein. C'était pour être plus jolie, machin truc. Il n'empêche que là se jouait quelque chose de l'ordre d'une norme, d'une nouvelle norme autour de moi qui était extrêmement puissante et extrêmement pressurisante.
Voilà, et pour terminer un peu sur les codes de classe, et donc les moments où j'ai pris conscience de mon décalage et que j'ai dû acquérir des nouveaux codes, il y a un peu la question large des attitudes. Ce qui m'a marqué quand j'étais en prépa, c'est que à la base, au lycée, et donc quand je suis arrivée en prépa, je m'étais moi inscrite dans une personnalité de personne qui fait des blagues, qui parle fort, qui rit fort, qui rit sans distinction, quoi, en gros. Et en fait, assez rapidement, en première année, je me suis rendu compte que j'étais en décalage. Et à l'époque, j'ai très mal vécu ça. J'avais honte et en même temps, j'arrivais pas, pour le coup là, à changer. Et limite, du coup, j'accentuais le trait. Je faisais encore plus de blagues un peu grasses, enfin je sais pas comment on peut dire, graveleuses, enfin pas distinguées si on... Dans les codes de la distinction enfin, de la classe dominante. Je riais encore plus fort que si j'avais pas été déracinée, quoi. Et je le vivais super mal et je sentais que c'était l'objet de moquerie, ou en tout cas je sentais que ça ne convenait pas. Mais c'était peut-être ce qui me faisait le plus souffrir, peut-être aussi parce que c'est ce qui était un peu plus gravé dans mon identité. Et année après année, sans que je m'en rende compte, et c'est ça peut-être qui est un des sujets peut-être encore le moins résolu pour moi, sans que je m'en rende compte, j'ai énormément changé mes attitudes et ma manière d'interagir. J'ai arrêté d'être celle qui blague, j'ai arrêté d'être celle qui rit très fort. Alors, je dis j'ai arrêté, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais en tout cas, ça s'est beaucoup atténué. Alors ça s'explique, j'imagine, aussi en vieillissant, tout simplement. On n'a pas les mêmes attitudes ados qu'on a adultes, mais quand même, là, il y a un phénomène de classe sociale et de normalisation qui s'est fait. Et il y a du bon et du moins bon, quoi. Enfin, c'est vrai que dans toutes ces blagues que je faisais, il y avait sûrement beaucoup de sexisme, de trucs qui n'allaient pas et qu'aujourd'hui qui me correspondent plus du tout. Mais bah voyez, il y avait aussi ce qui relève de codes sociaux qui me manquent, j'en parlerai un peu après, mais des grosses ambiances familiales où on hurle et tout. Et où en fait il y a une ambiance de ouf et où on rigole très fort et où ouais, enfin, là on est sur des questions de distinction, qu'est-ce qui est distingué, qu'est-ce qui ne l'est pas, et en ça ouais c'est... Enfin, voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter, mais il y a des trucs parfois où je me demande même moi si ça me manque pas même vis-à-vis de moi en fait. Et donc progressivement aussi avec les années, il y a des retours qui se font et j'arrive à mieux oser. C'est plus simple aussi parce que du coup maintenant j'ai traversé beaucoup de choses et tout, et j'ai ma position de domination, machin. J'arrive à plus oser revenir à des attitudes que je pouvais avoir avant, mais c'est toute une réflexion en fait. Alors je crois que je parle un peu plus longuement que ce que j'avais prévu. Du coup, je vais passer dès à présent sur la question du rapport à la famille, qui est un gros sujet et que je voulais aborder tranquillement. Et puis ensuite je parlerai de aujourd'hui dans le présent, comment je ressens tout ça et cette position de transclasse dans ma vie. Donc sur le rapport à la famille, c'est vrai que chronologiquement, alors il n'y a pas de frontière hyper précise, hein, mais ça vient peut-être un peu au moment en fait où je commence à vraiment acquérir les codes de la nouvelle classe sociale qu'on va appeler la bourgeoisie. Parce que tant que j'étais complètement perdue et en souffrance totale, machin, en fait ma famille c'était vraiment le réconfort. Je retrouvais mes codes quand j'étais en famille et tout allait bien là-bas. Et donc c'était un déchirement à chaque fois de retourner à Paris et tout, mais ok. Par contre, donc on va dire deuxième partie de prépa et ensuite master, mais surtout deuxième partie de prépa, là je commençais à acquérir les codes. Donc je me sentais un peu mieux, même si c'était encore difficile, je me sentais un petit peu mieux dans ce nouveau monde. Mais c'est là où parallèlement, du coup, ça s'est un peu plus... Enfin les liens à la famille se sont un peu plus étiolés. Et ça a été beaucoup plus difficile.
et d'autant plus difficile que j'avais pas encore fait les lectures, la réflexion, parce que j'avais pas la capacité de le faire, hein, temporellement, émotionnellement, enfin c'était pas le moment pour moi, je pouvais pas faire ça. Donc j'étais en perte de repère, j'étais démunie face à tout ça. Et ça a été très galère avec la famille. Alors pour certaines personnes c'est beaucoup plus galère que moi, hein, je précise avant d'expliquer, mais ça a été dur, ça a été très dur et c'est je pense la souffrance majeure de mon parcours. En fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai surtout un souvenir de 3e année de prépa, parce qu'en plus j'étais en dépression donc ça n'avait pas aidé, mais les rapports à ma famille et surtout à ma mère étaient pas faciles et j'arrivais pas à comprendre en fait ce qui se passait. Et c'est comme, enfin, tu sens que la communication est moins facile que d'habitude, tu sens qu'il y a des tensions, tu sens qu'il y a des incompréhensions, tu sens que ça vient de toi, mais t'arrives pas à mettre des mots, t'arrives pas à modifier l'état de fait et tu subis de ouf et tu culpabilises de ouf. Et en fait, ce qui, très concrètement, alors j'ai pas des souvenirs méga précis aussi parce que je pense que j'ai bien mis sous le tapis tout ça, hein, mais j'ai pas des souvenirs méga précis, mais j'ai quand même plein de flashs et des impressions générales. Mais d'une part, je pense que j'étais beaucoup moins extravertie et beaucoup plus renfermée sur moi-même quand je rentrais en Bretagne. Donc déjà, ça n'aide pas. Je m'enfermais pour travailler et j'étais beaucoup moins dans le partage, dans la discussion, dans ceci, cela. J'adoptais mes nouveaux codes et, que je me l'avoue ou non, je méprisais mes anciens codes. Je pense que je ne me l'avouais pas. Mais par mes attitudes corporelles, par tout ce qui relève du langage non verbal, je devais avoir des attitudes méprisantes. Je glorifiais la culture dominante. Donc rien que ça, par contraste, tu sous-entends quand même que la culture de ton ancienne classe, c'est de la merde, quoi. Donc voilà, je parlais que de littérature, de la bonne presse à lire et la presse de merde, des bons films à regarder et des films de merde. Alors c'est pas comme ça que je me présentais, mais quand tu ne veux que regarder du cinéma d'art et d'essai, quand tu n'as que des conversations sur la culture classique, quand voilà, la violence symbolique, tu la dégages à balles, quoi. On dirait que tu fais exprès, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en attendant c'est hardcore pour les proches. Et le langage que tu adoptes, enfin tout en toi, enfin t'es au max de la violence symbolique, je pense, parce que comme tu surjoues un truc, ou tu joues un truc, parce que t'es dans l'acquisition des codes, je pense que c'est encore plus fort, quoi. Et c'était très dur. Et ça a été un moment dur, alors surtout je pense pour ma mère plus que pour mes grands-parents, parce qu'en fait mes grands-parents, il y avait quelque chose, le gap était tellement grand que finalement ça se jouait pas avec eux en fait. Il y avait le côté de c'est les grands-parents en fait, enfin, genre gap générationnel. Le gap générationnel faisait un peu tampon par rapport au gap de classe. Alors qu'avec ma mère, où on a une faible différence d'âge, où elle-même a toujours beaucoup lu, enfin, je me sentais proche d'elle, culturellement et tout. Là, j'arrivais pas à comprendre pourquoi on n'était pas aussi proches qu'avant, et là, c'était compliqué. Donc en fait, moi, je me sentais juste une grosse merde, en fait. J'avais l'impression que j'étais devenue Rastignac, que je ruinais mes parents, parce que les études, ça coûte cher quand même si très vite j'ai eu la chance d'avoir des aides de Louis le Grand quand ça n'allait plus du tout, mais bon, voilà. Que j'avais l'impression de les ruiner, de ruiner ma mère économiquement et d'avoir aucune gratitude et de rejeter ce qui avait été mes valeurs, et enfin voilà. Et ouais, c'était franchement ça fait longtemps, hein, mais je trouve ça hyper dur, enfin je trouve ça hyper dur. Enfin, j'avais pris quelques notes de ce dont je voulais parler, mais ouais, en fait, bon, la grille d'analyse, elle est multiple, multifactorielle et tout, mais ce que j'analyse aujourd'hui, non pas pour me donner des excuses, mais pour en tout cas chercher à comprendre pourquoi ça s'est produit comme ça, c'est qu'en fait, je devais tellement jongler avec des codes très différents, et je me sentais
enfin mon milieu d'origine, le lien à mon milieu d'origine était une grande source de souffrance parce que c'est ce qui me faisait, enfin le fait de venir d'un milieu prolétaire, enfin d'un milieu ouvrier, me faisait souffrir à le grand, donc était une source de souffrance, de fait. Et en plus, en devant acquérir les nouveaux codes, je perdais les réconforts de mes anciens codes. Donc il fallait se protéger de toutes parts, quoi. Donc forcément c'est hardcore. Enfin forcément c'est hardcore. Et donc c'était hyper dur quand je rentrais en Bretagne d'être ramenée à des codes qui à la fois me faisaient souffrir et qui me manquaient. Donc je m'étais persuadée, sans même me rendre compte, mais qu'il fallait que j'abandonne ces codes. Sauf que j'avais pas envie de les abandonner et que tout ça était très très dur émotionnellement. Voilà. Le fait est que la chance que j'ai eue dans tout ça, c'est que de base, les rapports à ma famille étaient tellement forts et solides et extrêmement puissants. L'amour était tellement puissant de base que ça a été surmonté, qu'il n'y a pas eu de rupture de lien du tout. Je dis tout ça a été très difficile, je pense que la 3e année de prépa ça a été le plus dur, mais déjà quand je suis sortie de prépa, ça allait beaucoup mieux. Et toutes les lectures, les témoignages que j'ai pu, avec lesquels j'ai pu croiser ma propre expérience m'ont aidée. Et tout ça s'est très bien reconstruit. Et aujourd'hui, je suis extrêmement proche de ma famille et c'est hyper précieux et j'en mesure la valeur, quoi. Mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de toutes les personnes transclasses et c'est souvent une souffrance extrêmement profonde. Alors je vais terminer un petit peu vite, mais je me dis que ça peut peut-être être l'occasion d'une vidéo complémentaire en fait. Enfin oui, complémentaire et ad hoc sur la question de aujourd'hui vivre en étant transclasse. Qu'est-ce que c'est que d'être une adulte transclasse, quoi. Il y a différentes questions qui se peuvent se poser. Il y a le rapport à la société d'abord, le rapport à sa position économique et sociale. Souvent, beaucoup de personnes transclasses culpabilisent de leur position de dominant. Parce que tu deviens bourgeois et que tu es très précisément conscient des rapports de domination entre classes et que t'as pas envie d'être un dominant en fait. Et il y a plein de trucs qui se jouent et c'est d'autant plus difficile quand tu as choisi une voie professionnelle qui fait que tu vas gagner plus d'argent ou quoi par exemple. Moi au début j'avais prévu de passer l'ENA en mode travailler pour l'État, machin, ça faisait sens aussi je pense vis-à-vis de mon histoire. Finalement pour plein de raisons. Je l'ai pas passé et je travaille dans le privé. Mais ouais, quand tu sais que ton salaire, quand bien même il n'est pas délirant, mais c'est un salaire de personne riche. Moi par exemple, j'ai pu acheter mon appartement seule à Paris. Voilà, j'ai 28 ans. Je suis extrêmement privilégiée. Alors je dis pas que je suis en train de faire des investissements immobiliers de ouf, d'exploiter de ouf, des trucs tout. Enfin, voilà, j'ai acheté l'appartement de 25 mètres carrés dans lequel je vis. Bon, mais il n'empêche que c'est un gros privilège que peu de gens ont. J'ai suffisamment d'argent pour quand je suis au supermarché, je réfléchis pas à est-ce que j'ai envie de ce truc là ou pas, je l'achète. J'ai la possibilité quand je veux de prendre le train pour rejoindre ma famille en Bretagne sans me dire mince le billet est cher et tout. Enfin voilà, il y a plein de privilèges qui sont reliés à ce salaire que je reçois chaque mois et qui font déjà de moi une personne privilégiée économiquement. Il y a le privilège culturel, social qui fait que je dégage aussi une certaine violence symbolique, que je me sens à l'aise dans certains milieux là où d'autres ne le seraient pas, que je peux bénéficier de plus d'opportunités grâce à mon réseau que d'autres personnes, que je suis plus écoutée. Par exemple, chaîne YouTube, quand je parle de certains sujets, parce que mon rapport au langage fait que je vais être... certains vont dire oui, c'est très légitime ce qu'elle dit, alors que peut-être dit avec d'autres mots, etc., ce serait perçu différemment. Enfin bon,
je détaille pas tous les médiums de domination, mais il y en a plein et j'en bénéficie et rares sont les personnes transclasses à l'aise avec ça parce que tu essayes de jongler avec tout ça, t'as pas envie d'envoyer trop de violence symbolique, mais si t'es en train de faire attention par exemple à ta manière de t'exprimer, ça peut être méprisant en fait pour la personne en face. Donc il faut un peu jongler avec tout ça, être conscient de ses privilèges. Enfin, en fait, je dis ça, mais j'ai pas de recette et pas de conseils à apporter parce que moi-même je suis du père. Mais bon, c'est un sujet et ça le restera. Moi j'ai aussi sur la dimension économique, domination et tout, j'ai un rapport à l'argent que je questionne beaucoup, sur lequel je suis pas hyper au clair. Je pense que c'est le cas de plein de gens, hein, transclasse ou pas transclasse, mais moi je suis à la fois fascinée par pas mal de trucs, chers par exemple. En même temps, il y a plein de trucs qui me dépassent et finalement dans les faits, je dépense pas... Enfin, j'ai plutôt des dépenses très simples, quoi. J'achète, je vais au supermarché, à part mon crédit immobilier, je dépense pas tant que ça de trucs parce que justement, je suis un peu stressée aussi par l'argent et par la sécurité matérielle et par... Enfin, il y a plein de choses, quoi. Il y a un côté un peu fascination, peur de manquer, en même temps... tes besoins ils ont été forgés quand même pas mal par ta classe, donc tu gardes beaucoup de réflexes de consommation de ta classe d'origine. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent. Donc voilà, c'est quelques petits éléments que je voulais parler en termes de rapport à la société de manière générale. Ensuite, il y a le rapport aux proches. J'ai déjà parlé de la famille. Mais ensuite, il y a la question de avec qui tu te sens bien quand tu es transclasse. Est-ce que tu te sens bien dans ta nouvelle classe sociale, pour moi donc la bourgeoisie, intellectuelle, machin, est-ce que tu te sens bien dans ton ancienne classe sociale? Et la réponse c'est en fait les deux et ni l'un ni l'autre. Et plutôt je dirais ni l'un ni l'autre, mais moi je me suis longtemps demandé où est-ce que je préférais être en fait. Et j'avais l'impression que je préférais être quand même dans cette nouvelle classe sociale dont j'ai acquis les codes par la douleur et qui me sont maintenant naturels, ou j'ai l'impression qu'ils sont naturels. Mais en fait, en vieillissant, ça bouge un peu, je trouve. Et en vieillissant, je me rends compte que finalement, je me sens quand même bien dans ma classe d'origine aussi. Parce que peut-être j'arrive à être de plus en plus... J'ai de plus en plus confiance en moi. J'ai de plus en plus de regard, de connaissance de moi, de regard sur mes codes. Et donc, je pense, j'arrive à retrouver... les anciens codes peut-être, je sais pas. En tout cas, et je me rends aussi plus compte du fait que finalement j'ai beau eu l'impression que c'est parfaitement naturel d'être dans la classe bourgeoise. Bon, en fait, il y a quand même plein de moments où ça crisse un peu et où je me sens pas trop à ma place quand même. Et la plupart du temps, ça se verra pas de l'extérieur, c'est juste intérieur. Et j'arrive plus à le ressentir qu'avant, où je mettais sous le tapis, quoi. Mais ouais. Et donc t'as l'impression d'être un peu plus... Enfin, moi, pardon, je devrais pas utiliser là, le tu en personnel. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être sans classe que dans les deux classes. Je dirais plus ça. Et je compte sur le fait de vieillir. De manière générale, j'aime bien vieillir. Mais je compte là-dessus pour être de plus en plus sereine en fait, vis-à-vis de tout ça. Et des différents milieux dans lesquels j'évolue. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en fait parce que je me rends pas encore compte du temps que ça va durer, mais probablement long. N'hésitez pas à témoigner surtout, c'est ça que je voulais dire, en commentaire public. C'est top parce que ça fait bénéficier à tout le monde, mais bien sûr, chacun va se sentir capable ou pas de le faire et il est hors de question de se mettre la pression à ça. Donc ça peut être aussi en MP si le cœur vous en dit, ou rien hein, sinon, mais voilà. C'est vrai que c'est un thème de vidéo qui se prête particulièrement au partage, au croisement des expériences de vie et des témoignages. Je mettrai en barre d'infos un peu tous les bouquins que j'ai évoqués. Ça me fait penser que je voulais vous parler de ça, parce qu'en plus j'ai évoqué plein de fois la question des apparences physiques et tout. Donc je voulais parler des travaux d'Amadieu, mais en fait le mieux c'est que je fasse une vidéo ad hoc sur le sujet. Donc la prochaine peut-être, ou la suivante, mais en tout cas très rapidement. Parce que c'est vraiment hyper intéressant et
Et ça vaut largement de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, je m'arrête là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, en tout du moment où vous regardez cette vidéo, et à très bientôt.